Bonjour Françoise Vimeux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais vous montrer quelques images pour commencer. La chute d'une partie d'un glacier dans les Alpes italiennes. Vague de chaleur inédite au Japon, 35 degrés à Tokyo pendant plusieurs jours. Un typhon en Chine, des pluies torrentielles à Sydney. Tous ces phénomènes se sont déroulés il y a quelques jours, quasiment en même temps. D'abord, est-ce qu'il y a un lien entre eux ? Alors le lien, en fait, c'est le changement climatique que l'on vit. On sait qu'il y a une relation intime entre changement climatique et événements extrêmes. On sait que le réchauffement de notre atmosphère et des océans vient exacerber ces événements extrêmes en termes de fréquence. Oui. Ils vont être plus probables, ils vont être plus réguliers et surtout aussi en termes d'intensité. Voilà. Ça y est, donc ça veut dire, ça y est, on y est. Dans le pire des scénarios, on le constate. On est entré dans cette étape-là. Oui, très clairement, ce que l'on sait, c'est que le changement climatique se généralise, s'intensifie et qu'on voit déjà des impacts avec une anomalie de température qui est sur la dernière décennie de 1,1 degré par rapport à la deuxième partie du 19e siècle. Donc avec seulement 1,1 degré, on voit que tous les territoires sont touchés de manière différente. Ça peut être avec des événements extrêmes, on en a des exemples ici, mais aussi de manière chronique avec une atmosphère, un climat qui se réchauffe année après année. Avec des phénomènes extrêmes qui touchent des endroits qui étaient jusqu'ici épargnés, est-ce que aussi ces phénomènes concernent maintenant de nouveaux territoires ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit sur certains territoires arriver des vagues de chaleur dont on n'avait pas l'habitude auparavant. On peut prendre notre territoire hexagonal avec cette vague de chaleur qu'on a connue début juin qui était très précoce. Le mois de mai a été le mois de mai le plus chaud depuis qu'on a des observations météorologiques depuis le début du XXe siècle. On a vu l'année dernière ce dôme de chaleur au nord des États-Unis, au Canada. Il y a quelques semaines, quelques jours, on battait des records de température en Iran, en Irak, plus de 51, 52 degrés à l'ombre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les territoires, des tropiques au pôle, voient des vagues de chaleur, des événements extrêmes qu'ils ne voyaient pas auparavant. Vous évoquiez ce terme de dôme de chaleur. On entend aussi beaucoup parler de gouttes froides. Est-ce que ce sont de nouveaux phénomènes climatiques ? Est-ce qu'on va assister à l'émergence de nouveaux phénomènes? Alors, les situations météorologiques qui sont imagées avec dôme de chaleur, plume de chaleur, ce ne sont pas des nouvelles situations météorologiques. Mais par exemple, lorsqu'on a une situation anticyclonique, dont on vient juste de parler, qu'on peut appeler aussi dôme de chaleur, eh bien, ça favorise en fait la montée en température. Lorsqu'on a parlé de plume de chaleur au début du mois de juin, c'est de l'air chaud qui arrive du sud. Et l'air chaud qui arrive du sud aujourd'hui, il est plus chaud qu'il y a 10 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, les situations météorologiques ne sont pas différentes, mais les conséquences sont différentes. En France, on y vient, la sécheresse s'installe depuis plusieurs mois maintenant. On a évoqué cet épisode de canicule du mois de juin. On en a parlé avec Frédéric Vion il y a quelques minutes, on devrait en connaître un nouveau dans les jours qui viennent. Les pompiers luttent toujours contre des feux dans le Gard en ce moment. Là encore, est-ce qu'il y a un lien entre incendie et réchauffement climatique? Alors en fait, le risque d'incendie, il augmente lorsque vous avez des températures élevées, lorsque vous avez des sols et des végétations qui sont particulièrement secs. Pourquoi ? Parce que la végétation sèche s'embrase très facilement. Lorsque les sols sont secs, on a une propagation de l'incendie qui est favorisée. Et donc, forte chaleur et sécheresse, c'est des conditions propices au départ d'incendies, bien sûr. Parce que même si ça reste à 90% à l'origine de l'homme, ces incendies, l'intensité, encore une fois, le fait qu'ils s'étendent, là, c'est sans doute accentué par le réchauffement climatique. D'une part, et d'autre part, ce que l'on voit sur le territoire hexagonal, c'est qu'on a des zones qui n'étaient pas vraiment vulnérables aux incendies, qui le deviennent. C'est par exemple le centre de la France, ça peut être le Jura ou même la Bretagne. Ces zones étaient très peu vulnérables aux incendies pendant l'été et ça n'est plus le cas aujourd'hui et ça ne sera plus le cas dans les années à venir. Donc ça veut dire là encore que chez nous, en France, on aura de plus en plus de situations extrêmes, de plus en plus de canicules. Vous pouvez, vous, en tant que climatologue, le mesurer et l'annoncer ? Oh oui, puis le rapport du Haut Conseil sur le climat qui est paru il y a quelques jours montre bien que sur le territoire hexagonal, on est très vulnérable aux événements extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, les sécheresses ou les pluies torrentielles, en particulier dans le sud-est de la France. Vous évoquez ce rapport du Haut Conseil pour le climat qui est passé relativement inaperçu. Il dit aussi que la France ne fait pas, que les résultats sont insuffisants. On va juste citer un chiffre, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 23% depuis 1990, on devrait en être au double. Oui, alors en fait, ce que dit ce rapport, c'est que dans tous les secteurs, on a, depuis 2021, pour la première fois, une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est dans les transports, l'agriculture, l'industrie.
l'industrie, les bâtiments, la transformation de l'énergie et des déchets. Mais si on regarde en moyenne, ces diminutions, elles sont un petit peu en dessous de 2%, 1,9%. En fait, il faudrait atteindre 4,7% sur la période 2022-2030 pour respecter la loi climat européenne, qui a un objectif de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2030. Je ne crois pas un instant que la révolution climatique passe par la décroissance, a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale. Vous en pensez quoi ? Alors en fait, ce que les rapports du GIEC montrent bien, c'est que réduire le réchauffement climatique, ça passe par deux voies. La première voie, d'abord, c'est l'adaptation. Pourquoi ? Parce que le changement climatique est déjà là, donc il faut s'adapter. Et la température va continuer encore à augmenter quelques années. La question, c'est de combien va-t-elle encore augmenter ? Est-ce qu'on peut stabiliser ? Alors, à quelle échéance ? Oui, alors on sait qu'on peut stabiliser. Revenir en arrière, on ne peut pas. Alors, revenir en arrière, c'est difficile pour certains aspects. C'est difficile pour l'élévation du niveau des mers, c'est difficile pour la reconstitution des calottes polaires et des glaciers, parce que ce sont des composantes qui ont un temps de réponse lent à la variabilité climatique. En revanche, si on stabilise et qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, on va très rapidement diminuer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On sait qu'au bout de 20 à 30 ans, on va stabiliser la température dans notre atmosphère. Et donc ça, c'est extrêmement important de le dire en fait. Voilà. Donc je disais, il y a la partie adaptation et il y a la partie réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une bonne image de la situation, on sait quoi faire, on sait comment faire, il faut décider de le faire. Et puis, l'ensemble des changements qui sont mis sur la table, les solutions qui sont mises sur la table par le GIEC, ce ne sont pas des solutions de décroissance, en fait, ce sont des solutions où on change en fait les choses. Et il y a un certain nombre de co-bénéfices. Ça fait des années qu'on vous entend, vous, les climatologues, tirer la sonnette d'alarme. Et on vient d'en parler, on les voit, les effets du changement climatique. Et pourtant, il y a des promesses et des plans, vous le dites, on sait quoi faire, mais on a l'impression que rien ne change vraiment. Est-ce qu'il y a chez vous et vos collègues une part de lassitude ou de colère aujourd'hui ? Alors, je peux parler pour moi-même, mais de colère, non. De lassitude, je n'espère pas, parce que c'est important qu'on vienne expliquer l'état de nos connaissances. Dans l'état de nos connaissances, il y a ce que nous savons, il y a ce que nous ne savons pas aussi, c'est important de le dire. Et puis, de bien transmettre, de bien diffuser en fait, cette connaissance pour que nos concitoyens puissent vraiment s'en emparer et comprendre où nous allons, suivant les choix que nous allons faire. Je pense que c'est important aussi de dire, voilà, finalement, en 1990, premier rapport du GIEC, on avait quand même pas mal vu les choses. On est sur les trajectoires. Il y a des choses qu'on avait moins bien anticipées. L'accélération de la montée du niveau des mers, par exemple, l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Et donc, finalement, notre connaissance, au fur et à mesure, s'enrichit. Et voilà, moi, je trouve que c'est bien qu'on puisse venir vous le dire et vous l'expliquer. Merci beaucoup d'être venu le faire ce matin, Françoise Villeneuve. Merci à vous.